Bonsoir chers internautes, bienvenue. Vous êtes en direct donc des studios de l'Œil d'Abras. Et aujourd'hui, vous voyez, le plateau il est bien planté. Et je suis en présence d'une dame, et non des moindres. Nous sommes avec Madame Berthé Kafiné, épouse Maïga. Elle est éducatrice spécialisée, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qui elle est? Nous sommes à l'émission Femme d'honneur. C'est une dame d'honneur. Donc, elle est à sa place et ensemble, on va la découvrir à travers une série de questions. Et ça sera une causerie comme d'habitude, mais vous comprendrez que ça sera particulier avec Madame Berthé. Alors, bonjour Madame Berthé, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Donc, voici, vous êtes à l'émission Femme d'honneur de l'Œil d'Abras. Et nous sommes vraiment heureux, nous sommes contents de vous recevoir ce jour. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, on y va avec la première question déjà. Nos internautes certainement vouloir vous connaître et il peut arriver qu'ils envoient des questions. Et quand ils enverront ces questions, voilà, on se fera fort de vous les transmettre ici et vous pourrez répondre selon, voilà, selon que vous pourrez. Ok. Il n'y a pas de problème. Pas de Alors, Madame Berthé oui. a grandi dans quel quartier? Est-elle de Cocody? Dans quel quartier d'Abidjan a-t-elle grandi? Je dirais un pur produit d'Abras. Ah, d'accord. Vous l'avez entendu. Elle a grandi, elle est née et a grandi à Boston. Au quartier Boston à Abras. Donc on est avec une abrassienne. Alors, quelle est la première école que vous avez fréquentée? Où avez-vous passé votre cursus scolaire? On va commencer d'abord par le primaire. Le primaire, comme tout enfant de Beaumont côté d'Abras, j'ai commencé au château, à l'EPP Mamadou Koulibaly 1 pour le CP1. Et ensuite, du CP2 au CM2, j'étais à Mamadou Koulibaly 2. Mamadou Koulibaly 2. Alors, après le passage de l'école primaire, vous êtes allé au secondaire? Oui, au secondaire, c'était au collège moderne mixte de Bingerville, de la 6e à la 3e. Et après le BPC, je dirais, j'ai été orientée 2 fois. La première fois à Boisflé, je viens dans la ville de Boisflé que je ne connais pas. La ville ne me sied pas. Je reviens, pleurer encore auprès de maman et mon oncle a fait mains et pieds pour qu'on me réaffecte au lycée moderne de Gagnoa. Cette fois-ci, ce n'était pas aussi ça, mais bon, je ne pouvais pas susciter encore une 3e réaffectation. Apparemment, les couleurs violettes de la ville de Boisflé ne vous a pas tout à fait plu? Non, pas du tout. Et là, vous êtes parti dans une autre ville et ça s'est passé à Gagnoa. Ça s'est bien passé? Oui. D'abord, bon, l'adaptation était difficile. Parce que pour une citadine se retrouver à l'intérieur, tout de suite, ça faisait bizarre. Quand je voyais les bœufs dans la rue, j'étais scandalisée. Je viens, chaque week-end j'étais à Abidjan. Oui, non, j'étais vraiment dépaysée. Donc chaque week-end j'étais à Abidjan dans un premier temps, pendant 2 mois. Et après, bon, comme les finances, ça agissait beaucoup sur mon argent de poche. À chaque fois payer le transport. Voilà. Non, et là c'était à mes propres frères. On me donne l'argent de poche, maman me donne l'argent de poche et moi je gère comme je veux là. Je viens 1 fois, 2 mois, je vois que ça devient compliqué. Je dis bon, on va prendre le mal en patience, on va être courageuse et puis s'adapter à la nouvelle vie. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors Madame Berthé a combien de frères et combien de sœurs? Bon, nous sommes 7. 2 filles, 2 garçons, pardon, et 5 filles. Waouh, n'est-ce pas? Oui. Wow. Donc déjà à la maison, j'étais leader, n'est-ce pas? Parce que je suis la première fille. Donc avec mon grand frère, quand on dit mon frère, tais-toi. Voilà. C'est pour nous, on considère. On vous l'a dit, nous sommes en face d'une femme, voilà, une femme leader depuis la famille. Voilà. Donc aujourd'hui, elle continue encore son leadership. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Alors, enfant, quel était votre rêve? Mon rêve enfant, c'était d'être une sage-femme. Une sage-femme? Oui. Donner la vie, vraiment pour moi, c'était... Je trouvais passionnant le métier de sage-femme. Ouais. Déjà enfant là, donc vous étiez du genre à jouer beaucoup avec les poupées et autres? C'est bizarre, mais je ne jouais pas trop avec les poupées. Ah bon? J'étudiais beaucoup. Déjà enfant? Déjà enfant. Avant d'aller à l'école, j'ai étudié dans Mamadou et Bineta avec papa. Oui. Et
Le jour où on m'a inscrit au CP1, c'était un événement et tout le quartier a su que je m'avais inscrit au CP1. Parce que c'était une annonce à tout le monde. Ah oui. Avec le nouveau sac, la nouvelle tenue. Non, le premier jour, c'était intéressant le matin d'abord. Hein. Quand on partait, j'étais fière d'aller au CP1. J'arrive à l'école et puis à 10h, bon, j'ai fini les 10h et puis je me déporte à la maison. Ah oui, pour moi, elle finit comme ça. Maman vient me dit, il n'est pas midi. J'ai dit non, il est 10h, on est sorti. Elle dit, mais tu dois retourner. J'ai dit, ah bon. Maman me met au dos et puis elle va me déposer. Les premiers jours, c'était pas évident. J'aimais bien, mais on ne jouait pas là. Oh ouais, c'est pour apprendre dans une classe, tout ça. Vous avez pleuré les premiers jours? Quand maman me ramenait, j'ai pleuré en tout cas. Non, mais après une semaine, c'est parti. C'était intéressant. D'accord. Alors, donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de votre enfance? Souvenir de mon enfance. J'ai eu un père adorable, malheureusement que j'ai perdu très tôt. Vraiment, et jusqu'à demain, j'ai chéri toujours ce père-là. Parce qu'une chose m'a marqué. Avec papa, quand je quittais à l'école et que je venais, on étudiait toujours ensemble. Et ça m'encourageait. Je dirais que c'était mon énergie, ça me galvanisait. Du coup, tout ce que j'ai appris à l'école quand j'arrivais, j'étais pressée de raconter à papa. Ça, c'était super. Il vous a laissé une qualité énorme. Quelque chose qu'on ne trouve pas très souvent aujourd'hui. Les enfants préfèrent s'amuser que d'étudier. Alors, mais aujourd'hui, quel est donc le rêve que vous nourrissez? Vous n'avez pas été sage-femme. Aujourd'hui, vous êtes une autre dame. Toujours une dame d'honneur. Voilà, un leader. Et vous êtes un exemple même. Mais vous avez encore des rêves certainement. Alors, quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir mettre en place une structure pour venir en aide aux jeunes filles déscolarisées, aux jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école. Parce que croyez-moi, à leur niveau, le besoin, il est énorme. Surtout le besoin éducatif. Elles ont besoin d'accompagnement. Elles ont vraiment besoin d'accompagnement. Et cela manque beaucoup au niveau de nos jeunes filles, surtout dans nos quartiers populaires. Vous l'avez entendu, voici donc le rêve de Mme Berthet aujourd'hui. Elle pense aux jeunes filles de façon générale, leur venir en aide. Alors, Mme Berthet, elle allait à l'école, elle a quitté Abidjan, elle est partie à Gagnoa, après Boisflé, voilà tout ça. Et après Mme Berthet, quel est le premier boulot qu'elle a embrassé? D'abord, assistante de direction dans une ONG de la place. D'accord. Ensuite, l'ONG avait un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Avec la crise de 2002, on a été obligé de fermer la structure parce que ça appartenait quand même à la femme d'un de nos leaders. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et ma patronne me dit, on va faire une réadaptation de la chose. On m'emmène à la case des enfants où je suis au contact des enfants démunis, de familles démunies, pardon. Et au bout de 6 mois, je n'imaginais plus ma vie dans un bureau, mais sur le terrain pour aider à la prise en charge des enfants de familles démunies. Parce qu'il y avait un besoin d'accompagnement à leur niveau, et au niveau des enfants et au niveau des familles. C'est-à-dire qu'on peut dire que Dieu même vous a destiné à venir en aide aux enfants. Vous aviez espéré devenir sage-femme. Sage-femme, c'est encore les enfants, l'enfantement. Mais ça n'a pas été fait, mais Dieu vous a donné, je veux dire, mieux. Oui. Vous êtes toujours encore en train d'aider les enfants. Tout à fait. Et je dirais, là encore, c'est bon parce que quand tu arrives à sortir un enfant de la rue, bon, je reviendrai pour dire, de la case des enfants, je me suis retrouvée dans un autre centre d'accueil.
Toujours une ONG. Une ONG de la place. D'accord. Et là-bas, on devait faire la prise en charge des enfants de la rue, les enfants qui ont été victimes de maltraitance, les enfants victimes de traite. D'accord. Vous voyez? Quand on parle de traite, c'est... Bon, la traite transfrontalière. Okay. C'est-à-dire les enfants qu'on va prendre dans les pays. Je prends un exemple. Un enfant qui comprend au Burkina, on l'envoie à Abidjan. Pour dire, moi, le parent qui est à Abidjan, je suis un peu plus nanti, je vais venir scolariser l'enfant. Et quand l'enfant arrive à Abidjan, du coup, il devient l'enfant, le boy, à tout faire. Nos propres enfants vont à l'école et cet enfant qu'on a envoyé, qui était destiné à aller à l'école, se retrouve être l'enfant qui fait tous les travaux à la maison. Oui. Et on connaît beaucoup ces réalités-là. Voilà. Et le plus souvent, les enfants fuguent de la maison. Parce qu'en plus, l'enfant, il fait du travail, mais il est maltraité. Donc souvent, ils font une fugue. Et quand ils se retrouvent dans la rue, nous, on faisait des actions de rue. On va dans la rue au contact de ces enfants-là. Et on les sensibilise. Pour ceux qui veulent venir, ils viennent avec nous dans le centre. On les accompagne à travers une réhabilitation de la personne d'abord. On recherche les familles, on fait les médiations familiales et l'enfant retourne quand ce sont les parents biologiques. Parce que le plus souvent, on exigeait quand même d'être en contact avec les parents biologiques. Et quand ce sont des enfants qui sont dans d'autres pays de la CEDEAO, on avait un projet où on avait un représentant, un coordonnateur dans chaque pays. Tu contactes le collègue du pays d'origine de l'enfant, on recherche les parents. Parce que le plus souvent, ils ne savent pas ce qu'est devenu leur enfant. Donc, pour ces différents représentants, vous étiez tous en contact. On était en contact. Et vous étiez la seule représentante de la Côte d'Ivoire. Oui, dans chaque pays, on a un représentant qui coordonne les activités. Voilà. Donc, moi, j'ai représenté la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, nous sommes à côté d'un poids lourd. D'accord? Ah bon? Oui. Non, c'est une fierté. Aujourd'hui, c'est femme d'honneur. Vous êtes une femme. Vous êtes à l'honneur. On sait que vous n'aimez pas trop qu'on vous encense, mais aujourd'hui, l'émission, c'est ça aussi. Okay. Voilà. Donc, vous portez bien votre place. Merci. Voilà. Donc, voilà. Donc, on parlait donc de ces enfants, de comment est-ce que ça se passait. Mais quand l'enfant a fugué et que vous avez essayé de le réinsérer, vous allez au contact des parents, que les parents qui l'ont accueilli ici en Côte d'Ivoire ne sont pas ses parents biologiques, comment est-ce que vous faites? Bon, le pays d'origine, comme je disais tantôt, le coordonnateur du pays d'origine, on lui donne toutes les informations concernant les parents. Il fait la recherche des parents. Il fait aussi les médiations à son niveau. Et quand les parents sont prêts à accueillir l'enfant, on a un collègue qui va faire la réunification familiale. Ah, d'accord. Mais avant de quitter le pays, il y a toujours un projet qui accompagne l'enfant. On appelait ce projet le projet de vie. L'enfant en âge d'être scolarisé, on va lui permettre d'aller continuer l'école dans son pays d'origine. Il a dépassé l'âge de la scolarisation, on lui permet au moins d'apprendre un métier. Et c'est financé. Voilà, il s'est financé. Wow. C'est une opération de bout en bout, vraiment accomplie pour que l'enfant puisse être vraiment réinséré. Qu'on réussisse sa réintégration socio-familiale. Pour ne plus que l'enfant se retourne en Côte d'Ivoire. Et on profite également pour sensibiliser les parents de ce que... C'est vrai, on dirait qu'on a des situations économiques précaires, mais aucune situation économique aussi précaire que soit-elle d'un parent ne nécessite qu'on fasse partir l'enfant dans une autre famille où il sera maltraité. C'est un message qui est adressé immédiatement à toutes les familles, je vais dire d'Afrique. Arrêtez de faire venir vos enfants sous prétexte que ceux qui vont les accueillir là-bas sont mieux nantis que vous. Parce que de façon générale, ça ne se passe pas très bien. Voilà. Un enfant ne peut être vraiment heureux qu'auprès de ses parents biologiques. Parce que c'est là, même si vous n'avez pas assez de moyens, la chaleur familiale là, c'est vraiment naturel. Et elle vaut plus que tout l'or du monde. Et elle vaut plus que tout l'or du monde. C'est une sage qui a dit ça. Alors, Madame Berthe, dites-nous quel est le plus grand mal que quelqu'un vous a fait dans votre vie, qui vous a marqué, ou un événement que vous avez vécu. Ok. Le plus grand mal que quelqu'un m'ait fait, généralement, j'évite. Je ne suis pas rancunière.
Voilà, ça, c'est comme ça elle est. Je ne suis pas rancunier. Et quand tu n'es pas rancunier, vous voyez que je ne peux pas dire le plus grand mal qu'on m'ait fait. Parce que moi, quel que soit le mal qu'on m'ait fait, je prends toujours comme une expérience pour rebondir. Donc je ne peux pas dire le plus grand mal que quelqu'un m'ait fait. Mais je dirais plutôt un événement malheureux. J'ai eu un accident. Un accident de la circulation? Non, bon, je dirais un accident, si on peut dire comme ça. Mais un accident où j'ai fait 2 ans sans marcher. 2 années? Pendant 2 années, je ne marchais pas, j'avais une béquille. Oh. Oui. Et là, on se situe autour de quelle année? Autour de 2015. 2015. Oui. Wow. Et là, je dirais que je rends grâce à Dieu. Parce que souvent, tu cours. Et en courant, tu ne réalises même pas que tu es en train de faire du mal autour de toi. Dans notre quête de dire, je vais travailler, je veux avoir l'argent, assurer un avenir meilleur pour mon enfant, avoir une position sociale stable, ça fait qu'on oublie souvent l'essentiel. Et je dirais que c'est ce que j'étais en train de devenir. Quand j'ai eu l'accident. On va dire une accro du boulot qui accordait très peu de temps à tout le reste. Ouais. J'étais connecté 24 heures sur 24. Mon ordinateur portable est branché 24 heures sur 24. Je peux être en train de dormir à 1 h du matin, j'ai un message qui vient d'un autre pays. Je me lève, je m'assois, je traite avant de me recoucher. Non, c'était devenu grave. Non, c'était devenu grave. Mais il a fallu que j'ai l'accident pour me rendre compte que j'étais en train de me faire du mal. Et en même temps faire du mal à tout ce que j'aimais. Donc cette période m'a permis de réfléchir, de rentrer en moi, de peser le pour et le contre, mais mieux de me rapprocher de mon Créateur. Ça, moi je ne laissais pas le boulot parler de prier. Ça c'était pas... Non, ça c'était... Non. En fait, la priorité était accordée. Oui, c'était le travail. Donc moi je groupais les prières le soir à 23 h. Je commence 14 h. 14 h, j'ai fait à 24 h. Vous voyez que c'était pas... J'étais hors norme au niveau religieux. Donc mais cette période m'a permis... Et ce qui m'a encore le plus marqué dans l'accident, c'était dans un mois de carême. Vous voyez, je me lève dans le mois de carême, je fais mon ablution, je vais prier. Je vais à la mosquée pour prier. J'ai un malaise au sein de la mosquée. Je prie. Et le malaise passe. Je sors de la mosquée. Il y a un petit caniveau qui était devant la mosquée que j'ai sauté pour rentrer. Au sortir de la mosquée, mon pied est rentré dedans. Et j'ai le tendon du pied droit qui a été déchiré. L'os est sorti de sa cavité. Vous voyez un peu, pile pendant 2 ans. Et tout ça là, je me plaignais, il y a une vieille qui m'a dit à côté, ça m'a marqué. Ma fille, remercie Dieu. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais cette prière, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, tu peux pas me dire prier, sortir et puis avoir ce malheur-là. Ça, c'est un bonheur pour toi. Wow, ça c'est difficile. Donc, finalement, je me suis dit, j'ai dit, mais attends, cette vieille, elle est sénile. Intérieurement, c'est ce que je me suis dit. On va à l'hôpital. J'essaie de joindre tous mes parents, aucun portable ne passe. Je me remonte les mains de Dieu finalement. Je dis, bon, fais ce que tu veux. Ce qui est sûr, moi je suis à toi. Et puis, il y a un jeune qui m'a prise là, on est parti. Je n'avais pas de dignité sur moi, il a payé tous les soins. En fini, je viens à la maison. Après, je me retrouve chez ma mère. Ma mère était à Abidjan, elle pouvait faire 2 mois sans me voir. Oui, c'était pas normal. Je me retrouve chez maman. Elle me regarde, elle pleure. J'ai dit, non, il ne faut pas pleurer. Mais ces 2 années m'ont permis de me rapprocher davantage de ma mère. Ma mère m'adore. Elle m'adore. Mais je vais en voyage, je lui envoie les petits cadeaux, je viens, je dépose, je suis parti. Bonjour maman, ça va? Point. C'est-à-dire les cadeaux. Vous avez vu comment est-ce que j'avais commencé à être, non? Donc, j'arrive, je suis chez maman pendant plus d'1 an. C'est maman qui est aux petits soins. Mais moi, j'ai appris après 5 mois à m'occuper aussi maintenant de ma mère. Donc, il y a des bénédictions. Je me suis dit, il y a des bénédictions que je devais avoir pour avancer dans la vie. C'est ce que Dieu a voulu que je vienne chercher. Donc, je reviens pour dire, quand je suis rentrée en moi, j'ai réfléchi.
réfléchi comme une grande personne. Et puis, ma conclusion, c'était qu'il fallait que je me remette entre les mains de Dieu. Si j'avais failli, oui, j'avais failli à ma mission de fille envers ma mère, ma mission de mère envers ma fille et ma mission de sœur envers mes frères et sœurs. Et depuis lors, j'avoue que Dieu, peut-être je marchais à sa suite, mais je suis en train de coincer quoi, pour être à côté un peu. Et comme on dit, il y a quelque chose, malheur est bon. Malheur est bon, oui. Le malheur est arrivé, mais par la suite, elle a fini par comprendre que c'était pour son bien que Dieu avait permis cela. Tout à fait. Donc, toutes ces personnes qui traversent des difficultés en ce moment, ne soyez pas forcément déçus de Dieu. Vous tous que vous posez beaucoup de questions, à l'exemple de Madame Berthet, sachez que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Jamais rien au hasard. Le malheur peut vous être arrivé aujourd'hui, mais Dieu seul sait pourquoi. Prenez donc le soin de vous rapprocher davantage de lui et vous comprendrez pourquoi cela vous est arrivé. Voilà. Donc, Madame Berthet, là encore, c'est une autre leçon. Je vous ai dit, hein, tout au long de l'émission, ça sera une leçon de vie pour chacun de nous. Prenons donc ce qu'on peut prendre pour avancer. D'accord? Alors, on va poursuivre, Madame Berthet. Alors, on va changer un peu de cap pour parler de vie associative. Parce que avant vous étiez boulot, 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 personne d'autre, voilà, on ne vous voyait pas. Mais maintenant que vous avez décidé, vous avez compris que la vie est courte, qu'il faut donner plus d'amour, que l'argent et puis les cadeaux ne suffisent pas. Oui. Est-ce que Madame Berthet appartient à une association? Est-ce que, voilà, elle vit comme ça, en communauté, en bonne entente avec son entourage? Oui, je dirais, Madame Berthet, d'abord, j'appartiens à l'association Communauté musulmane. D'accord. Voilà, ça c'est le premier élément. Ensuite, j'appartiens à la mutuelle de développement de mon village paternel. C'est au nord à Tengrila. Vers Mankono. Non, vers Tengrila. Ça ne peut pas être à Mankono. Viens le faire quoi à Mankono? Moi, je ne vais pas à Mankono. Hein. Non, ils connaissent les Sénoufos, là, ils les connaissent bien. Donc, s'il y a des gens de Mankono à faire la suite, hors antenne. Et également, j'appartiens à la mutuelle de développement de mon village maternel. D'accord, voilà. Ok. Donc voici, elle est maintenant très intégrée dans les affaires, voilà, de mutuelle. Mutuelle, c'est pour le développement donc, du village. Donc c'est salutaire. Alors, quelles sont vos activités favorites? Est-ce que vous jouez au basket, au tennis, ou bien vous regardez beaucoup de novelas, Hollywood? Le basket, ça c'est quand j'étais jeune. Maintenant, j'aime plutôt la marche. La marche. Et surtout beaucoup lire. Je lis depuis mon primaire déjà. Pour la petite histoire. Sous l'orage de Seydou Badian. Seydou Badian, ouais. Je l'ai lu quand j'étais au CM1. Au CM1? Oui. Candide de Voltaire. Candide de Voltaire. Je l'ai lu quand j'étais au CM2. Non. Non, là je dis merci à mon oncle parce qu'il me donnait les ouvrages, je les lisais. Je lis l'ouvrage, je dégage les personnages principaux, leur rôle, et puis les personnages secondaires. Et ça, c'est digne d'une élève seconde, déjà. Parce que de nos jours, aujourd'hui, les élèves même, c'est-à-dire, ils ne lisent que les parties pour lesquelles on les, comment on va dire ça, on les évalue. Ils ne lisent pas le roman en entier, aujourd'hui. Mais vous, déjà, à l'école primaire, vous aviez déjà lu. Et ça m'a valu d'être meilleur en français de ma 6e en maternelle. Wow. À l'entrée en 6e, j'ai eu 20 sur 20. 20 sur 20 en français? 20 sur 20, dites tes questions. Quand je suis allé au BPC, j'étais à la dictée, j'ai fait 0 faute. Vous voyez, non? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, avec ma fille, souvent on fait l'exercice. Elle me bat pas, hein, non. Toujours au niveau. Donc, un autre exemple à suivre, il faut beaucoup lire. D'accord? Laissons un peu nos Hollywood, un peu nos novelas, mais lisons énormément, ça va nous aider. Donc, aux parents d'aider leurs enfants aussi. Voilà, parce que c'est important. Si l'enfant est en train de faire quelque chose que vous ne parlez pas, vous n'intervenez pas, ben, c'est que vous autorisez. C'est ça. Bien ça. D'accord. Alors, on va faire une petite pause. On va faire un break. Là, on va soumettre donc, notre invité à notre jeu, à notre quiz. Voilà, c'est le quiz. Ici, on a, dans notre carton, c'est une boîte magique. On a 9 coupons, donc 9 questions. Elle ne connaît pas du tout les questions.
Elle va tirer 5 questions auxquelles elle va répondre au fur et à mesure. Et elle a droit à un seul joker. Les 4 autres questions, c'est obligatoire, elle doit répondre. Waouh! Voilà, donc, embêté, on mélange bien. Et puis vous allez tirer déjà, voilà. Donc je tire les 5. Voilà, une question d'abord. Waouh! Voilà. Ah, première question. Gouvernement. Voilà. Gouvernement, qu'est-ce que ça peut bien cacher, gouvernement? Combien de femmes compte le gouvernement de Côte d'Ivoire? C'est la question qui est là. Hein. Si moi, embêté, ne connaît pas là, ah, elle est dans le pain. Hein. Combien de femmes compte le gouvernement de Côte d'Ivoire? Alors, le président Hassan Ouattara a dit que par rapport à la parité homme-femme, il fallait faire la part belle quand même aux femmes. Il faut les intégrer de plus en plus. Alors, aujourd'hui, on a combien de femmes dans notre gouvernement? Et puis, vous avez cité en même temps 3 noms au moins. 5, 6. 6? 6. Je crois bien. D'accord. Et là, voilà, c'est la bonne réponse. Il y en a 6, effectivement. 6 femmes et plus une secrétaire générale. Okay. Alors, est-ce que parmi les 6, on peut citer 3 noms au moins? 3. Ben, je peux citer Kandia Kamara. Oui, la ministre de l'Éducation nationale. Je peux citer Mariétou Kone. Mariétou Kone, la solidarité, c'est ça. Et Ramatali Bakayoko. D'accord. Bravo, là on peut applaudir. Mais c'est pas fini, hein. On y va pour la deuxième. Voilà, le deuxième tirage donc. Mais vous pouvez déjà ouvrir. Encore gouvernement. Ah, encore gouvernement. Ah là. Mec, attends, qu'est-ce que vous avez là? Là, encore gouvernement, hein. Oui. Quel est le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire? Voilà. Qui est le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire? Vous qui êtes là-bas, essayez de répondre aussi en même temps qu'elle, plus vite qu'elle. Qui est le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire? Je pense que M. Ali Koulibaly. M. Ali Koulibaly. Encore une autre bonne réponse. On vous a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont morts dans les Ils sont morts. Donc, M. Ali Koulibaly est donc le ministre des Ivoiriens de l'extérieur, mais par intérim, l'a su, voilà, le ministère des Affaires étrangères. Alors, on fait rapidement le troisième tirage. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas encore prendre de gouvernement. Hein. Voilà. Là, c'est à moi. Musique. Je ne suis pas musicienne. Hein. Ah, musique. Là, il m'a eu là. Quelle est la question? Fredonnez une chanson de chez vous que vous aimez le plus. Elle a attaché les coréens sont contents actuellement. Waouh! Non, je passe. Elle a utilisé le joker. Mais ça veut dire que vous n'avez plus droit au joker. Les 2 autres questions, vous êtes obligé de répondre. C'est ça. Donc, mais attends, je pourrais vous donner une musique Koyaka par exemple. Donc, on fait le 4e tirage. Avant-dernier. Voilà un qui ne m'aime pas du tout. Pas du tout. Pour ton autorité municipale. Ok, allons-y. Et c'est pas Farik. On va parler. Ok, c'est qui? Le maire? Farik. Farik Soumaoro, c'est bien. Qu'attendez-vous du maire de votre commune? Là, c'est un message directement adressé au maire de la commune. Monsieur Farik Soumaoro. Monsieur le maire. J'attends quoi? Voilà. De vous. Eh bien, moi, je dirais, j'attends du maire de ma commune de faire la part belle aux femmes. Hein. Je suis une femme. La part belle aux femmes, pourquoi? Au niveau éducatif, je prends un exemple, hein, où on nous parle, par exemple, de la scolarisation de la jeune fille. Oui. Moi, j'attends de mon maire qu'il rende cela systématique. Toute petite fille qu'on voit qui est en âge de scolarisation, qui est en train de se promener dans le grand marché, par exemple, au forum, en tant que porte-fait, qu'est-ce qu'il en fait? Là, je lui envoie la réflexion, lui et son équipe municipale. Réfléchissez à ce que vous devez faire pour que on n'ait plus de petites filles porte-fait dans nos marchés. Surtout celles en âge de scolarisation. Merci. Ok, donc voici le message. Donc, je vous ai dit, c'est un message très porteur. On espère que le maire de la commune d'Adjamé, M. Farik Soumaoro, a accordé une oreille attentive à ce message qui est très important. Elle a dit faire la part belle aux femmes, en particulier à toutes ces jeunes filles déscolarisées. Le dernier tirage, on espère qu'on va tomber sur quelque chose de, voilà, de lourd. De quoi?
De lourd, de costaud. Il y a Covid-19. Covid-19, là, on vous donne le soin d'ouvrir et puis de lire la question. Waouh. Pensez-vous que les Ivoiriens respectent les mesures barrières? Voilà. Ils sont là, hein. Ils sont là. On leur parle. Les Ivoiriens, non, moi je vais poser la question. Est-ce que les Ivoiriens même savent? Est-ce que vous-même, vous êtes sûr de respecter les mesures barrières? Moi je dirais non. C'est ça, de façon générale. Oui, de façon générale, je dirais non. Je prends l'exemple de monsieur qui s'est rendu avant-hier dans un hôpital pour voir un parent malade. Il était scandalisé quand il est rentré à la maison me dire que du 10e étage, des gens qui jettent des lostus, qui crachent par terre. Dans un hôpital. Dans un hôpital. Ils ramènent le comportement de la maison. Donc vous voyez que moi, au fait, il était scandalisé. Quand j'ai dit, mais attends, tu sais quoi bébé, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Je dis, ah bon, tu es sûr? Il dit oui. Vous voyez un peu, non? Oui. Est-ce que, à entendre ça seulement, moi je pense qu'on ne respecte pas les mesures barrières. Et aujourd'hui, même quand on prend ceux qui montent dans les bacs, pour porter le cache-nez même là, c'est toute une histoire. Oui, c'est ça. Il a le cache-nez mais sous le menton. Or, on nous demande de porter le cache-nez. Oui, dans tous les véhicules en commun, dans tous les véhicules même de façon générale. Voilà. Chaque fois qu'on sort. Donc moi je pense que ce que je pourrais dire aux Ivoiriens par rapport à cela, respectons les mesures barrières. Que vous croyez ou non au Covid-19, ça ne nous coûte rien de nous protéger. Hein. Protégez-vous. Si c'est une réalité, vous êtes préservés. Et si ce n'est pas une réalité, vous n'avez rien à perdre. Rien du tout. Vous n'avez rien à perdre. Il y a même une chose que moi j'ai remarqué par rapport au port du masque. Ça nous évite d'inhaler chaque fois les gaz et tout ça. Même la poussière. Voilà, la poussière qui nous rend malades. Comme on dit à quelque chose de malheur, bon, c'est tout ça. C'est ça. Voilà. Et puis la question de se laver les mains, c'est une question d'hygiène. Oui. Ça nous permet d'éviter beaucoup de microbes. Donc voici. En tout cas, comme Mme Betté l'a dit, on n'a rien à perdre en respectant les mesures barrières. Donc faisons l'effort de respecter les mesures barrières. Si pour toi, ce n'est pas important, si tu aimes ton frère ou ta soeur, sache que si tu es contaminé, tu peux exposer toute ta famille, les personnes que tu aimes le plus. Donc te protéger, c'est les protéger eux aussi. N'est-ce pas, Mme Betté? C'est ça. D'accord. Donc on a une réaction, la réaction d'un internaute, M. Nenebi, qui dit bon dimanche à ma petite soeur. Je ne suis pas au courant pour l'accident que tu as eu. Donc, il est désolé pour cet accident. Okay. Il n'en avait pas l'information. D'accord, mon grand frère. Tu es excusé. Et puis, il y a M. Kono aussi qui dit qu'elle nous parle de son passé où elle a vendu du pain pour sa mère. Ça, c'est un scoop. Merci, M. Koné. Alors, voilà. Ça, je suis sûr que c'est Koné Namori qui fait des trucs comme ça. Ok. Pour dire que j'ai perdu mon père très tôt. C'est vrai que j'étais beaucoup attaché à mon père, mais j'ai perdu mon père très tôt. Et maman devait se défendre pour s'occuper de nous. Nous sommes 7. Et d'abord, elle vendait la ticket poisson. Et pour tous ceux qui viennent de ma rue savent. Nous, on lavait toujours le poisson matin avant de partir à l'école. Mes petites soeurs. Moi, j'étais à l'internat à Benjerville. Mais chaque fois que j'arrivais le samedi, je vendais avec ma mère. Du matin au soir. L'après-midi, quand j'ai un petit temps, je vais étudier un peu, je reviens. D'accord. Quand maman n'est pas là, c'est nous qui assurons l'intérim de la vente. D'abord de la ticket poisson. Et après, elle est tombée malade. Il fallait qu'elle repense son activité. Donc c'est dans cela qu'elle a commencé à vendre. D'abord, c'est ma petite soeur. À qui j'ai fait un coucou en passant. C'est ma petite soeur qui vendait le pain avec condiment. Elle était au C2. Au C2? Oui. Il y avait une école franco-arabe qui était à côté de maman. Elle faisait son attiqué poisson. Donc elle prépare, elle dépose. Matin, elle va un peu, puis elle s'en va. À 10 h, j'ai une de mes cousines, une de mes tantes qui vendait pour elle. Et puisque maman ne pouvait plus trop se rapprocher du feu, et qu'on a repensé son activité, elle a pris maintenant le commerce de ma petite soeur.
D'où la vente de quoi? De pain, donc. Du pain condiment. Ah, d'accord. Donc, voilà. vous veniez aider aussi. Et on a tous vendu ce pain condiment. Même quand j'ai fait mon accident, je vendais le pain condiment et le mois du carême, je me réveillais à 3 h du matin. Je me lave, je prends mes ablutions, je prie et puis je viens m'asseoir. Je vends le pain. Alors, comme on parle de l'accident, après les 2 ans, comment vous revenez encore à vos activités? Non, pendant les 2 ans, je faisais la consultance. Hein. Voilà. Ah, d'accord, ok. Vous voyez, la consultance, j'ai mon ordinateur, je travaille. Depuis la maison. Voilà, ça nourrit son homme. Voilà. Donc, c'est la consultance que je faisais. Et juste après maintenant l'accident, j'ai un ami à qui je fais un coucou qui est en Espagne, hein, le Père Vincent. Le Père Vincent, d'accord. Depuis l'Espagne? Depuis l'Espagne, depuis Valence, que j'ai contacté pour lui dire que j'étais dispo maintenant pour pouvoir travailler. Et il avait un projet pour les jeunes filles, déscolariser filles-mères, par rapport à l'apprentissage de métier, 6 mois de cuisine-ménage. Il m'a fait appel et puis on a commencé le projet. Et c'est là que je suis jusqu'à présent. Ok. Ça, c'est vraiment cool. Alors, vous avez parlé de cuisine. On en parle aussi. Côté cuisine, est-ce que Madame Berthé aime faire la cuisine? J'adore faire la cuisine. Voilà. J'adore faire la cuisine pour ce que j'aime. D'accord. Alors, votre époux, quels est son mets favori? Quel est son plat préféré? La sauce arachide. Monsieur Maïga. Sauce arachide. Monsieur Maïga, sauce arachide, foutou, riz... Bien, ça passe, tout passe. C'est tant que ça arachide. Le jour, Madame Berthé sait que je dis là, j'ai énervé non, monsieur là. Je difficilement. Hein. Ah, mais oui. ça arrive quand même. Ou bien, quand Madame Berthé veut demander quelque chose à son mari, elle dit attends, lui là, je vais faire petite sauce arachide. Quand il a demandé net, il va faire. Ça, c'est moi qui dis, voilà. Alors, et vous-même, quel est votre plat préféré? Comme toute bonne abrassienne. Voilà. À côté de ma maison là, il y avait le garbatri qui était là. Donc le garba là, non. Pour la petite histoire, quand je quitte le pays, quand je vais à l'extérieur, le jour où je reviens, le premier repas là, j'appelle toujours, hein, avant qu'il la vienne, je dis bon, vous savez non, le garba doit être prêt quand moi j'arrive. Donc dès que je dépose ma valise, après la douche, là, je m'assois, je paume bien mon garba. Un bon zegen. Voilà, non, voilà. Sans le zegen, on peut pas. On peut pas, voilà. Attends, est-ce qu'un bon abrassien, une bonne abrassienne peut aller sans le zegen? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ceux qui sont à Bengue là-bas, ils cherchent ça pour manger. Toi aussi. Ils cherchent ça. Ils nous demandent toujours d'expédier là-bas, mais on peut pas là. Ok, alors, comment Madame Berthé réussit à allier boulot et famille quand on sait qu'elle est très occupée? Elle s'occupe des enfants, des jeunes filles. C'est quelque chose qui occupe énormément. Tant sur le terrain que dans la pensée. Parce qu'il faut penser à comment réinsérer chaque enfant. Ils n'ont pas tous le même comportement, ils sont des êtres humains. Chacun a sa spécificité. Alors que vous aussi, vous avez de la famille. Donc comment vous arrivez à allier les deux? Waouh! Aujourd'hui, on arrive à lier les deux. Par le passé, c'était difficile, comme je vous disais. Par le passé, c'était difficile parce que je ne vivais que pour eux. Ouais, je vivais que pour ces enfants-là. Et votre fille en a souffert? Oui, elle en a souffert. Oui. Elle m'a donné à réfléchir. Elle a été la première à me donner à réfléchir. C'est figurez-vous, je vais en mission, je reviens, je vais au boulot le jeudi, il faut finir mon rapport pour pouvoir le déposer lundi. Je reste là dans le travail. Je fais jeudi, je rentre vendredi matin, je vais pour le travail, je m'oublie et c'est à 22h30 que je me rencontre. Je suis encore au boulot là. Là, je ne peux plus partir, je dors sur place. Le lendemain matin, j'arrive à la maison, mon bébé m'accueille en pleurant. Là, ça m'a fait mal. Et là, elle avait quel âge? Elle avait 2 ans et demi. Wow. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, maman, il y a longtemps, je ne t'ai pas vue. Ça m'a fait mal. Une semaine dans la même maison. Dans la même maison. À cause toute du une boulot. semaine, on ne s'est pas vu. Wow. Ça a été... Ça m'a choqué. Non, elle m'a choqué. Ça m'a marqué. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, je vais essayer
Mais j'essayais toujours jusqu'à mon accident et que j'arrive à faire la part des choses. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive à quand même à faire la part des choses. L'ordinateur portable, lui, il a disparu de la circulation. On ne l'utilise plus. On ne l'utilise plus. Au bureau, je travaille, quand j'ai fini, je rentre chez moi. Même tu ne me verras pas sur le portable en train de non. J'arrive, je m'occupe de mes enfants, on a fini. Comme quoi, tout excès nuit, même l'ordinateur, tout excès nuit. Oui, tout excès nuit. Même le portable pour les jeunes filles de maintenant. Ah, vous l'avez entendu. Oui, le portable. Vos WhatsApp, Snapchat qui finissent pas là, vous tombez, elles font ça, elles vont tomber dans les caniveaux. Ben, attention. Maman nous parle aujourd'hui, hein, attention. Oui, parce qu'on est tous, elles sont tellement focalisées sur les téléphones. Aujourd'hui, pour une jeune fille, elle peut faire la journée sans manger, mais elle ne peut pas se passer de son téléphone pendant 1 minute. C'est ça. Alors que ce téléphone, elle est nocif pour elle. Oui, c'est vrai. Il est nocif. Vous risquez votre santé, vous risquez vos futures vies de famille. Oui. Parce qu'il y en a, je suis sûr, qui vont perdre des foyers à cause de ça. Oui. Parce que tu es tout le temps scotché là. Monsieur, il va, il sort. Le soir, il arrive, il est fatigué. Il veut l'attention de sa femme. C'est les enfants. Oh. Il veut l'attention de sa femme. Et puis toi, tu es dans ton téléphone. Il fait quoi? Même pour demander à son mari qu'est-ce que tu manges aujourd'hui, c'est pas SMS ou bien WhatsApp, elle lui demande. Merci. Ils sont dans la même maison. Donc attention. Maintenant, s'il a rencontré demain une fille qui n'est pas dans cette histoire de Snapchat, de WhatsApp, de quoi. Bon, tu as perdu, hein. Maintenant, le temps de t'en rendre compte là, on soulève la tête, on regarde ici, il n'y a personne. Il est où? Là-bas, et puis il fait ça. Donc évitons ça, les filles. Donc chacun va aller chez sa villageoise qui n'a pas WhatsApp. C'est mieux. Vous êtes trop... Voilà. Alors, vous avez une vie, on va dire, tout à fait accomplie. Parce que ce qui vous manquait, non, on va dire, ce que vous avez su combler, c'est la part de Dieu dans votre vie. Vous l'aviez, mais ce n'était pas assez intense. Aujourd'hui, vous avez compris à travers certaines difficultés et vous avez accordé la place de choix, voilà, que Dieu devait avoir dans votre vie. Mais quel est votre plus gros regret aujourd'hui? Le plus gros regret. Mon plus gros regret. Mon plus gros regret, c'est de n'avoir pas vu l'amour à temps dans ma vie. Oui, quand je retourne 20 ans en arrière, si je retourne 20 ans en arrière, je n'ai pas vu le véritable amour à temps. Je ne l'avais pas vu à temps. Mais Dieu merci. Quand c'est pour toi là, ça va et puis ça te revient, n'est-ce pas? Dieu m'a ramené pour moi. Alors, on dit amen alors. On dit amen à Dieu. Vraiment, merci beaucoup à Dieu pour cela. D'accord. Alors, en même temps, quel est l'événement le plus heureux qui vous a marqué? La naissance de ma fille. La naissance de la charmante demoiselle. Mon unique fille. Que j'embrasse au passage. D'accord. Coucou. Maman t'aime beaucoup. Alors, pour vous, on va parler d'autres choses carrément, de l'Afrique même tout entière. On dit de l'Afrique que l'Afrique est un continent très pauvre. Mais pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de cette pauvreté si l'Afrique est vraiment pauvre? Pour la question de la pauvreté, je dis toujours, c'est relatif. Hein. Les économistes vont dire on est pauvre. Et nous, on se base sur ça pour faire n'importe quoi. Vous comprenez un peu? On se base sur cela pour s'adonner, pour certaines personnes, à la facilité. Mais moi, je dis, la pauvreté, c'est quoi? Est-ce qu'on peut me définir la pauvreté? Est-ce qu'on peut définir la pauvreté? Économique, je ne suis pas économiste. Mais moi, quand on parle de la pauvreté, généralement, je me dis, nous ne sommes pas pauvres. La pauvreté, comme le bonheur, c'est l'homme même qui se rend riche. C'est l'homme qui se rend heureux. Il y a des personnes qui sont multimilliardaires qui ne sont pas heureuses. Il y en a beaucoup. Ouais. Vous comprenez? Moi, je prends un exemple terre à terre. Une femme qui a étudié, qui aujourd'hui s'est donné les moyens
d'être dans une certaine aisance qui n'a pas d'enfant. Est-elle heureuse? Non. Est-elle riche? Moi, je dirais non. Moi, j'ai un seul enfant. Dieu m'a donné la possibilité de connaître cette joie de la maternité. Je ne suis pas multimillionnaire, mais je suis riche parce que j'ai un enfant. Je suis heureuse parce que j'ai un enfant. Et je sais me contenter du peu que j'ai. Vous comprenez un peu? Mais quand on parle économiquement, bon, je ne m'y connais pas. Hein, mais comme je dis là, j'ai pris ma propre personne. Moi, pour moi, la richesse, c'est d'avoir un cri d'enfant dans la maison. Vous comprenez un peu? Oui. La richesse, c'est de pouvoir manger. Avoir au moins un des 3 repas de la journée. La richesse, c'est d'avoir de la famille. Avoir des personnes qui m'aiment. Avec cela, moi je me dis que je suis riche. Et je suis heureuse. Arrêtons donc de nous plaindre. Voici donc une leçon de vie. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de courir de façon désordonnée après l'argent, à être prêt à faire tous les sacrifices. Parce que l'argent seul ne suffit pas pour être riche. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent forcément. Mais c'est bénéficier de toutes ces choses que Dieu nous donne, auxquelles nous ne faisons pas forcément attention. Voilà, donc c'est une autre leçon de vie encore. Alors vous êtes donc à l'émission Femme d'honneur et aujourd'hui nous sommes avec Madame Kafiné Berté. Voilà, et nous sommes déjà à 1 minute de la fin de l'émission. Le temps passe très vite. Le temps qui était imparti, voilà, est arrivé déjà à son thème. Nous l'avons même passé. Mais on va terminer avec cette dernière question envers l'invité. Alors, Madame Berté, qu'est-ce que vous pensez des jeunes filles d'aujourd'hui qui s'adonnent à la facilité à cause des problèmes qu'elles traversent? Et puis en même temps, vous allez finir en donnant votre mot de fin. Je dirais à ces jeunes filles qui sont dans les difficultés actuellement, d'être optimiste. Optimiste pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu met un fardeau sur ta tête, il a la solution. C'est parce qu'il sait que tu peux supporter. Quand nous sommes face à des difficultés, asseyons-nous, parlons à Dieu. Il nous entend. Parlons-lui comme nous sommes en train de parler à notre Père, comme si on parlait à notre mère, comme si on parlait à notre frère. Il va te donner la solution. Mais la facilité, ce n'est vraiment pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. Asseyons-nous, réfléchissons, n'ayons pas peur d'aller vers d'autres personnes pour partager leur expérience. Parce que la facilité peut nous conduire à beaucoup de choses. La facilité d'aujourd'hui peut nous poursuivre jusqu'à demain. La facilité peut raccourcir notre expérience de vie. Mais cherchons. Face à la difficulté, quand tu dis que tu n'as pas encore trouvé ta solution, cherche. Cherche surtout avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on réussit toujours. On réussit toujours. On ne tape jamais un poteau. Non. On dit. Avec Dieu, on ne tape pas poteau. On ne tape pas. Demande. Il va te donner. Demande à Dieu de te mettre sur la voie. Et Dieu va te mettre sur la voie. Demande-lui de prendre le contrôle de ta vie quand c'est difficile. Et il va t'aider. Merci beaucoup. Donc nous étions donc à Femme d'honneur avec Madame Kafiné Berté. Vous avez vu, hein, on n'a même pas fini d'égrener tout, de parler. Le temps est déjà à son terme. On va vous dire donc au revoir. Comme ça au moins on lui laisse la soif. Peut-être qu'un autre jour, elle viendra au sein de notre studio. C'est pour nous un plaisir de la recevoir. Merci et vraiment portez-vous bien.